Autour de la globalisation, il y a quand même eu pas mal de travail qui a été fait je pense, à partir du moment où cette notion, au sens très contemporain de la chose, intervient, l'anthropologie est mobilisée. Hein. On a parlé d'une anthropologie des globalisations assez tôt, quand même. Et puis, dans le monde francophone, je trouvais, vers la fin des années 2000, que finalement, ça méritait un arrêt sur image. Et je souhaitais, en tant que directrice de la revue Anthropologie et Société, pouvoir donner au département et donner à la discipline et à sa dimension francophone quelque chose qui serait un lieu de réflexion sur ce qui arrive à l'anthropologie et à ses objets en contexte de globalisation. Donc, j'ai développé avec le comité de l'époque un projet de colloque qui a été le colloque sur l'anthropologie des cultures globalisées autour des nouveaux terrains et des enjeux qui se posaient. Et à notre grande surprise, et je n'oublierai jamais Frédéric Laugrand, qui me disait « Mais c'est Woodstock ton affaire! » Parce qu'on était complètement sciés de voir le succès finalement qu'a eu en termes de présence et d'enregistrement des différentes personnes participant à cet événement-là. Il faut quand même dire là, qu'il y en est venu plus de 400. Ce qui était un événement, disons, qui se voulait quand même normal. Hein, alors, on n'attendait pas quelque chose d'aussi imposant en termes de participation et de participation internationale aussi. Et de là, autour de ce colloque-là, qui est un colloque, je pense, mémorable, dont on garde de très, très bons souvenirs d'échanges, d'un climat extraordinaire. Et même les Français nous disaient « Mais c'est pas possible de faire des choses comme ça chez nous! » Ça nous faisait bien rire. Mais dans les coulisses se passait quelque chose qui aussi était au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, qui était... il faudrait que, finalement, ces anthropologues du monde francophone se parlent davantage et peut-être sortent d'un certain débat plus franco-français et que les pays de la francophonie, au sens large, puissent échanger, les anthropologues des pays de la francophonie puissent échanger, se construire des lieux d'échange et tout ça. Alors, le colloque sur les questions de globalisation a permis, je pense, beaucoup de choses. Bon, il nous a donné un livre qui réunissait les grandes conférences de ce colloque, et le livre autour des grandes transformations de l'anthropologie contemporaine sous la pression des globalisations, réinventer l'anthropologie. Et ça nous a donné aussi d'autres ouvrages, des numéros d'anthropologie et société. Bref, il y a eu beaucoup de petits qui sont nés de ce projet qui a largement dépassé nos attentes, mais qui correspondait à un besoin probablement très important, à la fois interroger la discipline dans ce qui arrivait de ces objets et de ces manières de travailler avec la portée absolument incroyable de ce phénomène qu'est la globalisation dans toutes ces sphères, et aussi le fait d'avoir un lieu de discussion qui soit pour les Européens ailleurs qu'en Europe, et pour nous, de recevoir les Européens qu'on ne pensait pas recevoir en si grand nombre à ce moment-là. Alors, ça a été un moment assez important. Et comme je le disais, dans les corridors, donc il y avait ce désir de faire quelque chose. Et là, on a essayé, un certain nombre de personnes qui étaient présentes, d'imaginer de créer
une sorte d'association d'anthropologie francophone qui a vécu pas très longtemps, qui s'est appelé le Forum international des anthropologues. On a eu une réunion à Neuchâtel suite au colloque de 2007. On a eu des échanges pour essayer de fonder ce forum. Et à travers cette idée de forum est née l'idée d'un manifeste, ce qui était une idée que j'ai soumise au groupe en disant, bon, au-delà de la question de la francophonie, il y a ce qui se passe au sein de la discipline, les pressions qu'elle subit. La globalisation, c'est aussi des questions, la transformation de nos universités, c'est la transformation des savoirs, c'est les défis qui sont posés aux disciplines des sciences humaines et sociales, et en particulier à l'anthropologie, avec ses méthodes moins orthodoxes que celles qu'on va retrouver dans d'autres disciplines des sciences humaines et sociales. Et donc, comment pourrions-nous nommer du lieu d'une anthropologie francophone ces défis de l'anthropologie et et affirmer la présence de la discipline de meilleure façon possible. Alors, c'est comme ça qu'est né le Manifeste de Lausanne, avec l'idée d'un texte de base, un texte de fond qui a été écrit que j'ai écrit avec Monder Kilani, qui était présent au colloque, avec Florence Bidot, qui était aussi présente à ce même colloque. Alors, on a proposé aussi que des personnes qui participaient aux discussions et aux échanges liés au forum, liés au manifeste, que les personnes participantes puissent écrire des entrées, des termes qui allaient définir un petit peu plus cette forme-là d'anthropologie. Alors, on a fait ça quand même assez rapidement et les éditions Libère ont accepté à leurs frais de faire une traduction en anglais et de sortir l'ouvrage en français et en anglais en même temps. Ça, c'était quand même assez rare. On a fait un lancement en toute pompe au Congrès de Montréal de l'Association américaine d'anthropologie. On a fait un lancement aussi au premier congrès de l'Association d'anthropologie française qui a eu lieu à Paris l'année suivante. Oui, c'est bien ça. Et la réception a été un peu étrange, au sens où les Français ne se retrouvaient pas tellement nécessairement dans nos débats. Et les Américains avaient l'impression qu'eux, ils avaient tout dit. Alors, on a été un peu étonnés d'une réception bizarre. Et puis, il y avait aussi, est-ce que c'est un manifeste? Non, ce n'est pas vraiment un manifeste, puisque c'est un texte finalement scientifique. Un manifeste, on le fait plus court, on fait ceci, on fait cela. Alors, bref, il y a eu toutes sortes de discussions et d'échanges, mais nous, ça ne nous a pas arrêtés du tout. Et on a eu la possibilité d'une traduction en italien, une traduction en chinois. On attend toujours la traduction en espagnol. Ça a continué son chemin. Et après ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à faire vivre cette idée, mais de l'incarner un peu plus dans une pratique et quelque chose qui est plus généralisé à la discipline, qui ne serait pas encarcané à un groupe en particulier. Alors, le projet d'un dictionnaire de l'anthropologie avec la même question épidermique que celle qui nous avait amené au manifeste et puis un petit peu au niveau du colloque. Le dictionnaire d'anthropologie en français dont nous disposons date de 1992. C'est pas vieux pour un dictionnaire, mais si vous allez visiter les catégories qui sont dans le dictionnaire et que vous cherchez quoi que ce soit qui a à voir avec le monde dans lequel on vit, c'est un petit peu difficile de trouver des catégories qui reflèteraient finalement aussi le monde dans lequel on vit. Alors, comment recréer un outil qui soit plus confortable pour les étudiants, notamment, qui reflète les transformations de la discipline et qui éventuellement permettent de revisiter des catégories historiques de la discipline et qui sont revisitées par l'obligation des terrains maintenant. Alors, de là est né le projet Anthropène, avec des personnes qui étaient associées je ne peux pas toutes les nommer, là, ça serait un peu long, avec des personnes qui étaient associées déjà au manifeste
et donc dans différents laboratoires européens, puis sous mon impulsion, on a développé progressivement ce projet. Et puis aujourd'hui, où on en est, c'est que finalement, Monder Kilani, qui était co-signataire du manifeste, et moi-même dirigeons le projet. Les personnes qui étaient à l'origine se sont toutes retrouvées dans le comité scientifique et on a élargi le comité scientifique à des personnalités du World Council of Association of Anthropology, à des personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde. L'idée, c'est au fond, de créer un outil qui, en passant, est un outil électronique, d'abord, qui est associé aussi à la revue Anthropologie et Société, parce que je pense que nous avons, en plus que une belle collaboration, une dette envers la revue autour de ce projet-là. Et il y a aussi un éditeur européen qui est associé avec nous, qui est les éditions des archives contemporaines. Donc, on a structuré notre projet en un projet éditorial électronique pour l'instant, et avec l'idée d'ouvrir à des catégories de la discipline qui se crée au fur et à mesure des grandes transformations sociales que nous vivons, mais aussi d'ouvrir aux autres anthropologies. Actuellement, le dictionnaire a commencé à apparaître il y a quelques semaines. Ça ne paraît pas nécessairement la place que vont prendre les autres anthropologies que celles de francophones ou que celles des grands pays qui ont alimenté énormément la discipline en Occident. Mais nous souhaitons ouvrir au maximum nos pages à ceux et celles qui voudront se commettre et qui pourront alimenter un dictionnaire francophone qui sera véritablement international, passant par la langue française et auquel participeront des anthropologues de différents endroits dans le monde. Alors, c'est le projet que nous avons et qui va durer très certainement un certain temps. Alors, ça, c'est pour Anthropène. Alors, les projets actuels, eh bien, je pense qu'ils ne manquent pas, mais si je pourrais nommer d'abord un projet que j'ai développé avec Alexis Martigues autour de la question des jeunes en situation de marginalité dans deux villes, Porto Alegre au Brésil et Montréal. Donc, on va travailler beaucoup à partir d'une approche créative, marcher la ville et voir la ville dans des lieux qui sont considérés comme des lieux de marginalité et comprendre la ville depuis l'expérience qu'en font des jeunes qui s'en disent exclus. Donc, quels sont les lieux qui comptent? Quels sont les lieux d'exclusion? Quelles sont aussi les manières de faire par ces jeunes pour sortir de ces situations-là? Donc, ils rencontrent des écueils, mais ils créent aussi des environnements, ils développent des pratiques, ils sont parfois des artistes qui s'ignorent. Donc, on veut travailler cette question-là dans deux villes, puis peut-être étendre cette démarche-là à Port-au-Prince, parce que j'ai commencé à fréquenter un petit peu Haïti, et nous voulons aussi orienter nos recherches sur le Québec, sur Haïti et sur le Brésil. Donc, comment travailler aussi les questions de droit et de citoyenneté à partir de langages qui ne sont pas ceux-là, hein, qui parlent au fond des aspects liés à la justice, mais qui font parler par l'expérience, dans le mouvement et dans la création des jeunes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Alors ça, c'est un premier projet. D'ailleurs, avec Alexis, nous sommes en train de terminer un numéro d'Anthropologie et Société sur la question de l'esclavage contemporain. Donc, je reviens sur la question de l'esclavage, mais beaucoup à travers le travail de Alexis Martigues, qui est le vrai spécialiste de l'esclavage contemporain, puisqu'il a travaillé avec le mouvement des Sans-Terre, dont une partie du mouvement est en lien aussi avec ce qu'on appelle la pastorale de la terre et
et tout ce que les enjeux liés à la terre au Brésil. Donc, on fait ça. Et puis, au-delà de ça, eh bien, je vous ai parlé des projets d'exposition, des projets liés du travail avec le projet Interreconnaissance. Je fais aussi une collaboration avec l'UNESCO sur la manière dont les sociétés, je fais partie du, d'un comité de la décennie internationale du rapprochement des cultures, je le dis peut-être pas très bien, et au sein de ce comité, notre mandat, c'est d'étudier la manière dont des sociétés créent des contextes de rapprochement. J'ai trouvé cette proposition très intéressante parce que on travaille énormément sur le conflit, ce qui est très important, mais on peut travailler aussi en tension avec les efforts que font concrètement des sociétés pour aller dans le sens contraire sans nécessairement aller dans l'enfermement, parce que le rapprochement, ça peut vous enfermer aussi. Alors, Alors, j'ai trouvé que c'était un défi formidable que de faire partie de ce comité avec des gens qui viennent, vous imaginez, de Russie, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie. Alors, donc, j'amorce cette collaboration-là maintenant, depuis 2016. Et ce qui m'occupe, en dehors de mes préoccupations de scientifique qui vont se poursuivre dans les années qui viennent, c'est certain, c'est la question de l'art. Donc, je l'ai nommé à différentes reprises. J'ai dit que déjà en 85, j'étais comme un peu obligée, en quelque sorte, de laisser ce qui s'amorçait comme être aussi une carrière littéraire. Et j'ai laissé tomber tout ça pour reprendre progressivement catimini depuis quelques années, et en particulier depuis le colloque de 2007. Je ne sais pas pourquoi, quel a été le lien, mais il s'est passé beaucoup de choses sur le plan artistique. Et en 2007, après le colloque, j'ai eu un gros accident qui m'a créé des douleurs énormes. Et j'ai eu à traverser ce moment difficile. Et puis, j'ai trouvé le moyen comment je pourrais occuper mon esprit pour arrêter de penser à ces douleurs-là. Et j'ai pris des cours de création picturale. Et depuis, j'ai commencé à peindre et je ne cesse de peindre. Et je suis dans une démarche très appuyée sur ça, puisque je vais exposer en 2017. Alors, avec d'autres personnes, mais une exposition dans une vraie galerie. Alors, ça va être ma sortie officielle des garde-robes et des sous-sols et de tout, parce qu'il y a des tableaux un peu partout ici. Et à travers ça, je continue d'écrire de la poésie. J'ai un manuscrit que je viens de soumettre dans une maison d'édition, là, et pour lequel j'espère une réponse positive. Alors, je ne veux plus détacher mon être artistique de mon être anthropologique, je vais dire ça comme ça. Et je crois que je vais refuser de plus en plus de trop scinder les choses. Bien sûr, il faut dans certains moments les scinder, mais à chaque fois que ce sera possible de pouvoir relier mes intérêts, je le ferai. Et la création, la source de la création, vous savez, dans le monde scientifique comme dans le monde de ce qu'on appelle la recherche-création, la source est la même. Hein? Une science sans imagination, c'est une science très plate. Et nos étudiants nous le disent. Hein? Ils savent très bien reconnaître une science plate. Et particulièrement dans un champ comme celui de l'anthropologie, où nous sommes constamment dans ce qui fait les nuances de toutes les catégories de l'expérience, je pense qu'on a besoin de ne pas se couper des sources de la création. Et les moments, personnellement, je crois que les meilleurs articles que j'ai faits dans ma vie, il y en a peut-être 4-5 qui sont pas mal. Ces articles-là, ils n'étaient pas sous commande, ils n'étaient pas obligés suite à un gros financement, ils coulaient de source à travers
une expérience revisitée, hein, et des contextes très, très, très positifs pour la transmission et la connaissance. Alors, j'aimerais qu'on soit dans un monde, et on ne l'est pas, qui ne sépare pas toutes les choses comme on est obligé de le faire maintenant, mais la vie maintenant me permet de pouvoir accueillir, je dirais, toutes ces zones d'expérimentation qui ont été les miennes pendant toutes ces années-là, et de pouvoir réunir enfin ces morceaux-là. Et le fait d'avoir touché à l'image, hein, à travers le film dit ethnographique, je ne suis jamais sûre d'avoir fait des films ethnographiques, ni d'avoir fait de l'anthropologie visuelle, mais j'ai fait des films avec d'autres et des expériences anthropologiques avec ces films. Ça, j'en suis certaine. Mais ça a été des expériences aussi de création à l'intérieur de la discipline. Et je suis persuadée que d'ouvrir, et j'insiste encore une fois là-dessus, d'ouvrir des catégories de notre expérience scientifique à un registre d'expérience beaucoup nettement élargi, et peut-être de revenir par moments à l'histoire de la discipline, de se rappeler qu'on n'a pas toujours été si catégorique, hein, dans la manière de concevoir ce qu'est, n'est pas l'anthropologie. Alors, je suis heureuse d'imaginer que la poésie, l'image, la peinture et l'écriture scientifique vont, c'est mon projet immédiat, s'actualiser dans quelque chose que je vais appeler une seule œuvre.